Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode du podcast Horizon économique et innovation. Alors, c'est vrai que le 4e épisode date déjà d'un certain moment, puisqu'il avait été enregistré en mai 2024, donc plus de 2 ans. Alors c'est pas que j'ai abandonné ce principe de podcast qui a une certaine visibilité, parce qu'il est visible sur plusieurs plateformes, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Premium, enfin YouTube, Audible, Amazon, Deezer et autres. Sur aussi mon site qui s'appelle philippecampostoutattaché.com, il y a un onglet podcast, et donc globalement ça donnait une certaine visibilité, mais l'occupation professionnelle et certains projets m'ont pleinement occupé, et donc du coup je le fais en fonction aussi du temps disponible, puisque je ne suis pas podcasteur, ce n'est pas mon métier. Alors je ne reviens pas sur ma présentation, il suffit de regarder les premiers, ou peut-être le premier podcast, et vous aurez des informations, mais je vais vous donner quelques actualités. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de souveraineté des données, puisque avec ce qui se passe aux États-Unis, Trump, notamment, mais pas que, des tensions fortes géopolitiques, eh bien tout ça fait que ce sujet est devenu véritablement préoccupant et finalement très populaire, et on en parle beaucoup, ces sujets de souveraineté. Et je voulais aussi en parler parce que, justement, dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, et c'est l'occasion d'en parler ici, je suis à l'origine d'un projet, d'un logiciel dédié au métier de la comptabilité, de la finance d'entreprise. Je vais vous en dire quelques mots, mais voilà, c'est un projet qui a été initié il y a déjà un certain nombre de mois, ça fait à peu près 1 an que je travaille dessus. Je ne suis pas seul, mais en tout cas, je suis à l'initiative de ce projet-là. Et on va avoir un certain nombre de fonctionnalités qui sont très utiles pour les professionnels. Je ne parle pas exclusivement d'experts comptables, commissaires aux comptes, même si eux peuvent être utilisateurs, mais véritablement dans tous les métiers qui touchent au sujet de l'information comptable, l'information financière. Alors, pour faire de manière synthétique, ce n'est pas un logiciel de comptabilité. C'est un logiciel, on va dire, qui va plus porter sur l'analyse comptable et financière, avec différentes thématiques, par exemple, sur les sujets de modélisation, d'une évaluation d'entreprise, méthode des DCF. Ça peut être aussi dans le cadre d'une analyse comptable et financière, par exemple dans le cas d'un audit d'acquisition, mais pas que, même une évaluation d'entreprise, un reporting, etc. Eh bien, c'est l'exploitation des fichiers des écritures comptables, les fichiers FEC. Si vous ne savez pas, regardez sur Google, mais je pense que mon auditoire est familier avec ces principes-là. En gros, c'est un fichier qui récapitule toutes les écritures comptables passées sur un exercice ou sur une période comptable pour une société, et à partir de là, vous pouvez mener des analyses détaillées. Et Corporatech, parmi les fonctionnalités, c'est pas les seules, mais parmi les fonctionnalités, c'est l'analyse d'un PNL, d'un compte de résultat, d'un bilan, d'une structure financière, d'un tableau de flux de trésorerie, une analyse de comment se génère la trésorerie, etc. Enfin, ça analyse aussi, par exemple, les DSN, donc on peut analyser la masse salariale, l'effectif, comment elle est constituée, les taux de turnover. Enfin, je ne peux pas aller trop dans le détail parce que sinon il me faudrait plusieurs heures pour le présenter ici, mais je vous invite à regarder sur le site Corporatech, comme corporate, et tech, CORPORATECH, et donc .fr, .fr c'est important, surtout que là on parle de souveraineté, et vous avez toute une présentation des fonctionnalités, des modules qui sont disponibles, et prochainement,
Alors ça dépend de quand vous écoutez ce podcast, parce que peut-être que c'est déjà actif, des données aussi de bases de données, mais ça va au-delà d'une simple base de données, boursière, pour l'analyse de cours de bourse, pour l'analyse, c'est plus centré sur une méthodologie des comparables boursiers. C'est-à-dire, vous êtes évaluateur, vous voulez réaliser une évaluation, la méthode des comparables boursiers vous permet, enfin, en tout cas ce logiciel permet de disposer d'une analyse des multiples de marché en France et partout dans le monde, des bêtas. Et le point crucial, c'est la transparence des données, c'est-à-dire vous pouvez remonter au détail des calculs. Donc c'est pas je vous donne multiple d'EBITDA, c'est 10 fois pour tel secteur, agence de publicité, et point. Non, vous savez quelle société, quels agrégats, puisque c'est calculé tous les mois pour l'échantillon français, mais vous avez la possibilité de faire, même au niveau mondial, de constituer aussi vos propres échantillons, calculer des bêtas. Enfin, c'est extrêmement riche. Moi, j'ai été utilisateur quand même pendant plus de 25 ans dans le domaine de l'évaluation d'entreprise, donc je sais les fonctionnalités qui sont pertinentes, mais je vous invite à regarder le site corporatech.fr. Alors justement, je rebondis sur ce sujet pour les problématiques de souveraineté. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la situation géopolitique, surtout vis-à-vis des États-Unis, montre une dépendance sur de nombreux sujets. Alors, l'objectif, il faut faire attention quand vous parlez souveraineté, puisqu'il y en a, c'est du pur commercial, c'est-à-dire ils vont vous dire oui, la souveraineté, etc. Et en réalité, leur produit n'est pas efficient, et en réalité, c'est quelque chose de très en retard, et que vous allez payer très cher, mais vous n'avez pas de retour. Donc, souveraineté ne veut pas dire qualité. Par contre, si vous avez la qualité et la souveraineté, il faut de manière prioritaire choisir ces produits-là. D'une manière générale, alors ça va couvrir des domaines extrêmement larges. Ça peut être, par exemple, choisir sa banque. Est-ce que vous allez choisir la banque Conto, ou vous allez choisir une banque étrangère, où vos fonds, il y a peut-être des risques sous-jacents, enfin voilà, déjà ça. Mais parfois, sur certains éléments, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix, si on a le choix, mais la qualité est pas forcément au rendez-vous. Je prends l'exemple, à l'époque, quand Netflix est arrivé, après il y a eu l'émergence, Paramount, Amazon Prime Video, Disney+, etc. Mais à l'époque, il y avait des acteurs français qui vous vendaient très cher des choses avec très peu de nouveautés, très peu d'exclusivité, et effectivement, on était un peu limité. Certes, c'était la souveraineté, et entre guillemets, puisqu'il y avait beaucoup de production internationale, mais la qualité n'était pas au rendez-vous. Eh bien, effectivement, des acteurs comme Netflix et autres ont pris l'ascendant facilement, et plusieurs plateformes de streaming françaises ont fermé assez rapidement. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis, c'est juste pour illustrer que souveraineté ne signifie pas qualité. Maintenant, quand vous avez la possibilité, c'est primordial de choisir quelque chose de souverain. Pour plusieurs raisons, je ne parle pas politique, mais pour la protection de vos données. Mais ça, vous trouvez beaucoup d'articles, ou différents podcasts ou autres, ou des ouvrages. Il y a pas mal d'informations là-dessus. Et quand vous concevez, par exemple, un logiciel, j'ai eu l'expérience, alors moi je ne suis pas développeur, je connais les bases, mais après, effectivement, ce n'est pas moi qui vais rentrer une ligne de code manuellement, etc. Mais je comprends comment est construit un logiciel. Quand j'utilise un logiciel tierce, je sais la qualité, je sais si ça a été je vois à peu près comment ça a été développé, les limites. Et donc, ce qu'il faut, c'est prioriser, de manière prioritaire, comme je vous l'ai dit,
choisir quelque chose de souverain. Alors, je vais prendre quelques exemples. Si, par exemple, dans l'outil Corporatech, dont je vous ai parlé, donc il y a plusieurs modules, donc sur le principe, à 95 minimum, voire plus, c'est du code, c'est des algorithmes métiers que nous, on a développés avec notre expertise financière, plus une expertise dans l'algorithme, une expertise dans le développement, qui nous permet de produire, d'avoir une information pertinente et d'avoir des choses vraiment fonctionnelles et de qualité. Mais, si vous voulez, donc c'est pas de l'intelligence artificielle. Mais il y a une partie d'intelligence artificielle qui reste, parce qu'on veut la maîtriser, qui reste, on va dire, en bonus, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la plateforme à 100% sans IA. Hein. Et moi, je l'utilise pour mon métier et je n'utilise pas les fonctionnalités d'IA parce que j'en ai pas l'utilité. Mais ça peut être utile pour certains dans certains cas de figure. Par exemple, on a un module qui analyse les DSN, c'est-à-dire les déclarations sociales nominatives qui permettent d'analyser la masse salariale, l'effectif d'une entreprise. Donc là, on ne traite pas avec de l'IA. Et on inclut aussi les fichiers d'écriture comptable pour combiner une analyse FEC et DSN de manière simultanée aussi. Donc il n'y a pas besoin d'IA. C'est nos algorithmes, c'est du code basique comme c'est connu depuis déjà des dizaines d'années. Après, c'est les outils qui vont nous aider à tirer le maximum de nos algorithmes. Donc par exemple, on a... alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on utilise, c'est des applications hébergées en France ou en Europe. On a quand même une fonctionnalité, par exemple, si vous voulez constituer un organigramme de l'effectif de la société que vous analysez. Alors il y a plusieurs précautions à prendre parce que dans un DSN, il y a des données nominatives. Donc toutes les informations nominatives, vous ne les donnez pas dans le traitement de l'IA. Vous donnez un code. Par exemple, c'est la personne au lieu de Philippe Durand, vous allez avoir P0432, un code. Hein. Et l'IA n'aura pas cette information. Par contre, effectivement, elle aura la fonction, elle aura des paramètres, mais qui ne permettent pas de l'individualiser et de connaître qui est concerné. À partir de là, nos algorithmes plus une IA vous permettent de manière automatique que vous ayez 100, 200, 300, 400 salariés, par exemple, de constituer de manière automatique un organigramme, de générer au lieu de le faire à la main. Et effectivement, vous gagnez du temps, si vous avez l'utilité. À partir de là, une fois que vous avez ces informations, c'est nos algorithmes qui prennent le relais, qui là sont sur nos propres serveurs, mais en mémoire vive, en mémoire flash, on remet les noms, et derrière, cette information est conservée par l'utilisateur uniquement. On ne conserve pas les données clients de Corporatech, puisqu'il les sauvegarde, ça sauvegarde sur son disque dur, sur le serveur de Corporatech, c'est qu'en mémoire vive, si vous voulez. Donc on ne stocke pas de données. Donc là, c'est important, de toute façon, vos serveurs, même si c'est du cloud, qu'ils soient en France ou en zone euro. Premier point. Maintenant, l'IA, comme je vous dis, qui est, on va dire, en quelque sorte un peu marginale, mais qui est une fonctionnalité usuelle pour concevoir, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser, et c'est ce qu'on utilise nous, c'est Mistral. Mistral, qui est la seule société d'intelligence artificielle française, crédible. Après, il y a des acteurs
un peu particulier, mais souvent, quand on parle d'acteurs, c'est pas forcément leur propre IA. Ou alors certains vont vous dire c'est de l'IA en parlant d'algorithmes. C'est-à-dire, nous, on développe des algorithmes, mais c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est des algorithmes qu'on pouvait même développer il y a 15 ans. Maintenant, il y a des solutions logicielles qui sont françaises, qui sont européennes, qui vous permettent de maximiser les performances. Et beaucoup de logiciels aujourd'hui font du code, mais avec des outils qui ne sont pas modernes. Et en plus, certains, des outils qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, voilà. Donc, il faut quand même préserver un savoir-faire, déjà, on va dire, sans parler uniquement de la France européen. Donc il y a plusieurs... dans la souveraineté des données, vous avez OVH Cloud, par exemple, Scaleway, Orange Business, vous avez Thales, vous avez ODrive, et vous avez dans l'IA Mistral AI. Et donc, voilà, donc ça, vous voyez, on peut utiliser. Maintenant, il y a parfois des fonctionnalités que certains veulent utiliser, et effectivement, on va être extrêmement limité. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qu'on ne peut pas développer sans savoir-faire américain. Je ne parle pas de Corporatech, en particulier, mais d'une manière générale. C'est-à-dire que peut-être que 95% c'est français, mais la plupart des logiciels utilisent plusieurs couches, si vous voulez, plusieurs briques. Et donc, du coup, il y a dans les briques du logiciel, comme je vous le dis, une partie peut-être majoritaire qui sera souverain, mais il peut y avoir des parties qui ne sont pas souverains. Je prends l'exemple, par exemple, de Charles de Gaulle. On a un savoir-faire en France pour faire des porte-avions. Donc ça, il y a très peu de pays qui peuvent le faire. On a les compétences. Maintenant, dans le Charles de Gaulle, les briques, en quelque sorte, c'est qu'en grande majorité français ou européen, mais il y a une partie qui est étrangère. Alors, elle est peut-être minime, mais sans ça, on ne peut pas fabriquer le porte-avions. Par exemple, c'est les rampes de lancement, je crois qu'elles sont américaines. Donc sans cette partie américaine, on ne peut pas développer, ou alors il faudrait développer notre propre solution, mais avec un coût qui serait énorme. C'est comme si, par exemple, vous développez un logiciel, il y a une petite fonctionnalité qui vous permet de faire des graphiques, vous voulez qui est américaine, et il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe. C'est juste pour illustrer, c'est pas le cas, mais c'est pour illustrer. Eh bien, il faudrait développer votre propre solution, mais ça vous coûterait peut-être 500 000 ou 1 million d'euros et vous n'avez pas la capacité puisque finalement, vous avez d'autres ressources à financer. Donc, vous voyez, la solution de souveraineté, c'est ce qu'il faut privilégier, mais parfois, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est l'autre point, et quel qu'en soit le domaine, je parle de développement de logiciels au cas particulier, mais on a vu là, par exemple, les porte-avions, mais c'est aussi dans la conception de véhicules, dans la conception de batteries, etc., etc. On a des solutions en France et en Europe, mais on est toujours tributaire sur certains aspects. Et en plus, si vous voulez, une solution qui peut être à un moment donné européenne, française, n'est pas à l'abri, un jour ou l'autre, de tomber dans le giron autre, que ce soit les États-Unis, la Chine, puisqu'il peut y avoir des acquisitions. Et bon, maintenant la France a des outils pour protéger les actifs stratégiques. Mais ça, c'est des actifs stratégiques. Quand on vous parle de logiciels généralistes, bon, ça va être minime.
Là, par exemple, moi j'utilise un logiciel, alors là c'est pour les emails, une solution qui était purement française. Eh bien, ils ont été rachetés. Alors, ils ont été rachetés par un Européen, mais il y a très peu d'acteurs sur ce segment-là. Mais s'ils avaient été achetés par une société américaine, bon ben, voilà, quelles alternatives? Et j'en connaissais pas. Peut-être qu'il y en a, mais alors c'est très anecdotique, peu connu, peut-être pas si efficace. Donc, on voit quand même qu'il y a des limites. Et donc, même si les politiques publiques aujourd'hui tendent à favoriser ça, on voit toujours beaucoup de sociétés qui utilisent même des logiciels généralistes, Word, OneDrive, c'est pas des solutions européennes. Alors bien sûr, on peut avoir des options pour mettre sur des serveurs français ou des serveurs européens, hein, comme ChatGPT d'ailleurs, il y a des solutions alternatives, mais ça reste des sociétés étrangères, donc vous ne pouvez pas vérifier que les informations, si vous voulez, pour vérifier dans un logiciel que vous n'avez pas d'accès non autorisé, il faudrait aller voir dans le code. Et donc ces solutions-là ne laissent pas, même à des autorités étatiques, n'ouvrent pas leurs portes. Donc c'est basé sur la confiance. Alors après, il y a des systèmes de certification qui vous permettent, si vous voulez, d'apporter une confiance supplémentaire, mais même là, la certification, des fois, est dans des domaines et pas d'autres, etc. Donc, vous voyez, c'est les limites hein, que je dis. C'est pour ça que quand vous parlez de souveraineté, soyez vigilants, parce que oui, elle existe. Donc nous, par exemple, sur Corporatech, bien sûr, on utilise Mistral sur l'IA pour les outils, hein, sur la partie fonctionnelle, même si c'est marginal, la partie IA, elle existe. Mistral, alors c'est pas du pur Mistral, puisqu'il y a dedans nos propres algorithmes, et ça passe sur nos serveurs, mais derrière, vous avez une IA française. Et d'ailleurs, dites-vous que si dans des logiciels on vous parle d'IA et qu'il n'est pas précisé quelle IA, donc déjà la première tromperie, c'est de dire c'est notre IA. Ça n'existe pas, puisque pour faire sa propre IA, il faut déjà minimum des dizaines de millions d'euros. Donc ça limite fortement le nombre, et elles sont connues de toute façon. Ça c'est le premier point. Donc, alors on peut dire c'est notre propre IA basée, hein, nous on dit IA Corporatech, mais basée sur Mistral AI et nos algorithmes. C'est pas l'IA Corporatech pure. Voilà, donc j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une personne qui travaille dans une société de logiciels. Elle m'a dit, ah bah c'est notre propre IA. Bah, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Vous n'avez pas... Oui, bon, peut-être que vis-à-vis de quelqu'un de non-connaisseur, ou alors je lui ai demandé comment vous l'avez développé. Bon, il a vite reconnu que ce n'était pas leur propre IA. C'est basé sur une IA. Comme il m'a pas dit laquelle c'était, je sais que c'est pas Mistral, c'est sans doute une IA étrangère. D'ailleurs, par exemple, étonnamment, beaucoup passent par de souveraineté et vont passer par des IA chinoises. Donc, voilà, ça pose question. Donc, c'est en tout cas le point qui est important, c'est la transparence. Voilà. Alors bien sûr, le but c'est pas de donner sa recette, son expertise, dans le sens où on va pas donner comment on a fait ça, le code, comment on a déployé, etc. Hein. Chaque société préserve quand même son savoir-faire. Mais en base, voilà, il y a des informations qu'on peut par transparence donner. Mais dites-vous que la plupart du temps, lorsque l'information est cachée, vous ne savez pas l'information, c'est que généralement, c'est plutôt négatif. Pas dans tous les cas, mais voilà, ça peut arriver.
Et l'autre point aussi, ce qu'il faut essayer pour des sociétés même qui veulent déployer leurs propres solutions, hein. Nous, par exemple, moi, par exemple, sur mon activité professionnelle, hein, j'ai une société d'audit, Afival, il y a des outils qui nous sont propres. Et le point, c'est quand on fait ça, c'est d'avoir le moins de, finalement, sous-traitants. Alors pourquoi ? Et alors déjà, il y a la souveraineté et moins de sous-traitants, parce que les sous-traitants sont vecteurs de, on va dire, quand vous avez des attaques, des risques cyber, la plupart du temps, c'est-à-dire vous êtes peut-être hyper sécurisé, mais un de vos sous-traitants ne l'est pas, hein, à différents maillons de la chaîne. Donc plus vous avez de sous-traitants, plus vous êtes à risque. Et pourquoi ? Parce que effectivement, vous avez moins la main. Et donc il faut réduire au maximum le nombre de sous-traitants. Et quand vous avez des sous-traitants, eh bien, il faut privilégier ceux qui ont des certifications particulières ou certains qui bénéficient d'une certaine transparence et qui sont dans des pays, où il y a une certaine sécurité. Maintenant, là, comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai déjà parlé sur ces sujets-là, la sécurité à 100% n'existe pas. L'État français, le site des impôts, le site des ACDIC, enfin ça a changé de nom, mais de Pôle emploi, tous les sites gouvernementaux, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, aux États-Unis, en Russie, en Chine, tout le monde s'est fait hacker. Donc du coup, vous ne pouvez pas, si vous voulez, considérer que vous n'avez aucun risque sur les informations, aucun risque sur les données. Ça, ce n'est pas vrai. Mais ce qu'il faut, c'est les restreindre au maximum. Comme je vous l'ai dit, la souveraineté, c'est un point crucial. Et maîtriser l'environnement, c'est-à-dire les sous-traitants, les solutions externes qui sont utilisées, les restreindre au maximum. Parfois, voilà, selon les outils, c'est plus ou moins difficile, mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sociétés françaises et européennes qui se développent. Et donc, voilà ce qu'il faut privilégier. Voilà, globalement, j'espère pas avoir été trop long, mais je voulais dire déjà quelques mots sur ces aspects-là, à la fois pour annoncer, même si vous voulez, elle a été lancée en juin 2026, là j'enregistre en août 2026, mais ça fait quand même pas mal de mois qu'on travaille dessus, et ça s'améliore de jour en jour, hein, parce que c'est une plateforme qui est vivante, donc je voulais un peu l'annoncer sur ce podcast logiciel, et on va faire moi je vais faire quelques vidéos explicatives sur quelques modules pour expliquer quelques fonctionnalités, en sachant que voilà, on a pensé ce modèle sur la base d'un développement souverain, de manière prioritaire. Comme je vous l'ai dit, c'est pas à 100%. Par exemple, pour être transparent, on a aussi une IA, mais alors qui ne traite pas les données, mais une IA qui répond aux questions de support. Et là, c'est notre propre IA qui est entraînée, mais on utilise la technologie d'OpenAI. Mais par contre, ne traite pas, ça c'est pour voir les fonctionnalités. Hein. Un utilisateur, comment on fait pour utiliser quel est par exemple le module qui nous permet d'utiliser le FEC avec les DSN et comment on va utiliser telle fonctionnalité. Voilà, elle vous répondra. Bien sûr, il y a aussi un support humain par mail, mais voilà. Donc, il y a quelques exceptions, mais qui sont maîtrisées sur certains aspects et qui ne positionnent pas l'utilisateur à risque, puisque aucune donnée en plus n'est conservée sur nos serveurs. Hein, les données utilisateurs, vous uploadez votre FEC,
il reste sur votre propre PC, votre navigateur. Il est bien sûr transmis de manière sécurisée avec les fonctionnalités d'usage pour sécuriser à un niveau bancaire les données, mais c'est le temps du traitement de la donnée. Une fois que vous fermez votre PC, les données disparaissent de nos serveurs et éventuellement sont sauvegardées sur votre disque dur si vous le choisissez, mais vous pouvez ne pas les sauvegarder aussi. Voilà sur globalement. Donc, c'était pour moi l'occasion d'évoquer aussi cette nouveauté. Et donc, comme je vous le disais, je présenterai quelques vidéos de fonctionnalités, pas sur toutes les fonctionnalités parce qu'il y a un nombre important, en sachant que chaque module, aujourd'hui il y en a plus d'une vingtaine, chaque module a sa propre vidéo d'utilisateur, c'est-à-dire une vidéo support qui explique comment on utilise le module. Bon, pour l'instant, tous les modules n'ont pas fait l'objet d'une vidéo explicative, mais à terme, c'est le but. Et moi, je présenterai par ailleurs, sur ces modules explicatifs, c'est pas forcément tout le temps moi qui présente les modules. Pour l'instant, d'ailleurs, j'en ai présenté qu'une, et puis sur les autres, il y en a une dizaine déjà de prêtes, et ce n'est pas moi qui les ai faites, mais en tout cas, sur celles que j'ai faites, et celle pour la présentation des modules, qui seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Je présenterai peut-être 3-4 modules. Le but, c'est pas de les présenter toutes, mais pour voir un peu à quoi ça correspond. Et la première que je vais faire, c'est le module sur les fichiers FEC et les DSN. Donc, surveillez la chaîne Philippe Campos sur YouTube et vous aurez accès à cette petite présentation que je ferai assez courte, 5 à 10 minutes maximum. Voilà sur ces problématiques de souveraineté. Encore une fois, c'est un point très important, mais attention quand même, puisque souveraineté ne signifie pas qualité, mais quand vous avez souveraineté et qualité, eh bien sûr, il faut prioritariser ce niveau et ce mode de gestion des données. Eh bien, j'espère vous faire un autre podcast, une autre émission au plus tôt et pas dans 2 ans. Mais en attendant, je vous dis à bientôt, peut-être sur Corporatech. À bientôt.